Bonjour, je suis Fabienne Broucaret, rédactrice en chef de My Happy Job. Bienvenue dans My Happy Talk, notre nouvelle émission dédiée au bien-être au travail. Chaque mois, je reçois un invité pour parler de sens, d'équilibre et d'épanouissement professionnel. Après avoir échangé sur la sédentarité avec Alexandre Dana, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Gilles Le Gardinier à l'occasion de la sortie de son nouveau roman La Compagnie des Heureux Hasards qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Un livre qui nous questionne sur ce qui nous fait vraiment nous sentir à notre place au travail. Et ça, c'est un sentiment qui, mine de rien, peut tout changer à notre quotidien. Bonjour Gilles. Bonjour Fabienne. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va commencer par s'intéresser à vous et à votre parcours. Et je vous ai demandé d'apporter un objet qui symbolise pour vous le bien-être au travail. Alors qu'est-ce que vous avez apporté ? Au départ, je voulais vous apporter mon fauteuil, puisque c'est quand même le bien-être au travail pour un auteur, c'est d'être bien assis. Et en fait, je vous ai apporté ça. Alors dites-moi tout. Mon bureau est rempli de jouets, parce que j'ai besoin de me distraire. Dans nos métiers, on a besoin d'être hyper concentré et de pouvoir se déconcentrer pour réinitialiser. Et puis quand j'ai des conversations au téléphone qui ne m'intéressent pas, je joue. J'adore savoir les coulisses. Voilà. Alors soit je dessine, soit j'écris, soit je pense carrément à autre chose. Mais le plus souvent, je fais un petit parcours avec ce qui traîne sur mon bureau. Et cette voiture m'accompagne. J'adore, très bien. Donc, et voilà. Quand on lira vos livres, on pensera à cette petite voiture qui Voilà. n'est jamais très loin. Quelle est pour vous votre définition du bien-être au travail ? Qu'est-ce qui compte ? La première réponse qui me vient, c'est l'esprit d'équipe, ne pas être seul, avancer dans le même sens. Je viens du cinéma, où là, effectivement, l'esprit d'équipe, c'est la base. Une mauvaise équipe donne une mauvaise ambiance de tournage et souvent des mauvais films. Même si aujourd'hui je suis auteur, il y a quand même ce sentiment d'équipe parce que mes éditeurs sont jamais loin de moi, les gens pour qui j'écris ne sont jamais loin de moi. Et pour moi aujourd'hui, écrire, c'est préparer à manger seul dans ma cuisine pour le poser sur une table où j'ai la chance de savoir que des gens viendront. Donc en fait, je ne suis jamais seul, mais cette espèce de dynamique de groupe est pour moi absolument fondamentale dans tous les postes de travail qui peuvent exister. Vous parliez de vos expériences notamment au cinéma. Qu'est-ce que ça vous a appris au-delà de cet esprit d'équipe, d'avoir une vie avant d'écrire ? L'importance du sentiment chez les humains. Parce qu'en fait, au cinéma, comme en télévision, comme en littérature, comme en peinture, comme en musique, en fait, c'est des gens qui ont envie d'émettre une émotion dont d'autres peuvent avoir faim ou soif et qu'ils viennent chercher à des endroits qui sont un peu des abreuvoirs, qui peuvent être une salle de cinéma, une librairie. L'idée de ne pas le faire uniquement pour soi-même, ça ne marche pas. Et puis le fait que ce soit une nature plus qu'un travail. C'est-à-dire qu'après, dans votre façon de travailler, vous apprenez à moins mal faire votre travail ou mieux faire votre travail. Mais à la base, cet élan que vous avez d'aller vers les autres, il est inné. Est-ce que l'écriture reste une activité plaisir ? Oui, j'arrêterai. Au moment, enfin, c'est comme tomber amoureux, ça se truque pas. Si jamais vous êtes là et que vous faites un boulot et que ça vous gonfle, il faut changer de métier. Et c'est vrai de tous les métiers, quel que soit votre métier. C'est-à-dire, au moment où vous ne trouvez plus de plaisir ou de sens à ce que vous faites, la vie vous dit de vous barrer. Dans vos livres, il y a toujours beaucoup d'émotions, d'humanité, d'humour aussi. Est-ce que vous diriez que c'est votre marque de fabrique ? C'est ma nature. Je suis un garçon, la vie est lourde, elle est triste, des âneries c'est quand même toujours très rigolo, les gens ont besoin de ça, moi j'en ai besoin, tout est moins dramatique. Les gens qui ont eu des soucis savent l'importance de l'humour. Ça ne cache pas les problèmes, ça ne les résout rarement, quoique. Mais pour le coup, il y a un truc plus positif dans l'approche et dans l'acte de survie, quoi. C'est vraiment. Mais oui, bien sûr. Non, tant que j'ai des histoires à raconter, je serai là. C'est ce que je dis toujours. Je ne ferai pas le bouquin de trop. Les gens il y a quelque chose de pathétique à se maintenir à sa place. J'admire les gens qui sont capables de dire d'eux-mêmes, non, c'est plus ma place. Je laisse la place à ceux qui se sentent plus à même. Donc ça, je le ferai, aucun problème avec ça. Vous avez un public fidèle. Est-ce que vous vous sentez aussi une responsabilité vis-à-vis de vos lecteurs en écrivant ? Un lien affectif, c'est presque comparable à ce qu'on ressent vis-à-vis de ses enfants ou des vrais amis. C'est juste, on n'a pas envie de les décevoir et de ne pas les trahir. Donc je ne joue pas un jeu pour les séduire. Je crois que l'information qu'ils m'envoient en étant fidèle, c'est que tant que je reste à ma place, sincère et moi-même, il n'y a pas de problème. Vous exercez un métier passion, créatif. Comment on fait pour durer ? Je crois honnêtement qu'il n'y a pas de recette. C'est une question de nature. C'est une question d'époque aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, une graine de même valeur, de même patrimoine génétique tombe dans un terreau avec une météo particulière, elle ne va pas donner la même chose. Il y en a qui fleurissent à peine et qui meurent, mais il y a une part de chance dans nos parcours qui sont juste
Enfin, la chance, c'est quelque chose de fondamental. Donc, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Si vous restez vous-même, le cinéma m'a appris que la notoriété n'est rien, ça n'est qu'une conséquence. Ça, c'est très clair. Que le public ne se trompe pas. On peut tromper les critiques, on peut tromper le marché, mais on ne trompe pas le public sur la durée. Des gens qui font un hit et qu'on ne revoit jamais, il y en a mais des bennes complètes. Des gens qui durent, c'est déjà plus rare. Que ce soit au cinéma ou en littérature. Hein. Et que je pense que c'est juste le fait d'être au bon endroit, soi-même, et qu'après le public soit tenté par ce que vous proposez. Pour finir cette première partie, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux aujourd'hui dans votre travail ? La facilité de contact que ça m'a donné avec les êtres humains. C'est-à-dire que quand ils viennent me voir, ils savent qui je suis. Ils m'ont lu comme je suis, ce que j'écris, il n'y a pas de posture, il n'y a pas de faux semblant, et que du coup, on arrive à parler tout de suite de leur fait, hein, c'est pas moi, mais on arrive tout de suite à parler de choses qui ont énormément de sens, ou énormément, on passe le round d'observation. Et du coup, il y a un sentiment d'accessibilité à la réalité des gens qui est phénoménal, et ça, c'est un vrai luxe. Alors ça m'emmène justement vers votre livre, La compagnie des heureux hasards. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous parler de ce titre et de cette jolie expression des heureux hasards ? Alors le titre m'est venu très très rapidement. En général, je laisse vieillir mes histoires sur plusieurs années avant de passer à l'écriture. Et là, l'idée que j'aimais, c'était que quelqu'un qui soit complètement dérouté, désemparé par son époque, par sa vie, en l'occurrence là c'est une jeune femme, parce que pour moi ça me parlait plus. À chaque fois, mes romans parlent d'une émotion, et je cherche le bon instrument pour la jouer. Là, c'était la désillusion, et pour moi, c'était une jeune femme. Donc, pas heureuse en couple, enfin, plus de couple, perte de sens au travail, perte de repères dans la vie. Ça peut nous parler à tous, quel que soit l'âge, mais elle résonne bien là-dessus. Et en fait, un changement dans sa vie, en l'occurrence un nouveau boulot décroché grâce à une copine d'enfance, va lui permettre de découvrir que des gens font autrement que ce qu'on nous dit. Et c'est pas, alors il n'y a pas d'angélisme, je suis pas un bisounours, mais c'est une réalité. On a complètement perdu la faculté d'évaluer ce qu'on peut faire par nous-mêmes. Et cette expression des heureux hasards, elle est aussi significative. C'est comment vous la voyez et comment peut-être vous la vivez aussi ? Alors le hasard est une notion. Dès qu'on ne comprend pas, ça s'appelle le hasard chez les humains. Mais il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas. On est le heureux hasard de nos enfants quand on s'en occupe, de nos amis quand on veut leur faire plaisir, de la vie quand on commence à s'y engager vraiment. Et en fait, j'aime cette expression parce qu'elle touche un inconscient collectif positif, mais en fait, c'est surtout une façon de prendre les choses. C'est-à-dire que même quand vous loupez quelque chose, même quand vous prenez un pain dans la tête ou une catastrophe, ça peut être, avec le recul, un heureux hasard. Donc en fait, cette espèce de curiosité par rapport à ce que le destin peut mettre dans nos roues, c'est aussi une faculté d'étude, d'observation et d'adaptation qu'on doit retrouver. C'est clairement un état d'esprit aussi, une posture de savoir accueillir ces heureux hasards. Alors une posture, je ne sais pas. Pour moi, les postures, c'est toujours un peu sclérosant, mais un état d'esprit d'ouverture, oui, et d'accueil, oui, bien sûr. Lily, l'héroïne de votre roman, travaille dans les ressources humaines, au recrutement, dans une agence d'intérim un peu particulière. Qu'est-ce que vous avez voulu dire de cette profession, de ce métier à travers son histoire ? C'était important pour moi. Parce que les ressources humaines, il y a 20 ans, ça a été conçu, 30 ans, ça a été conçu pour valoriser les potentiels humains et les agencer au sein d'une structure qui doit travailler ensemble. Il y a eu des dérives où c'est devenu carrément la machine à charrette, c'est-à-dire où ces gens-là sont, au mépris de leur véritable fonction, obligés d'assumer sur le terrain des décisions politiques ou financières qui détruisent des destins. Et que là-dedans, il y a une réalité humaine. Pour moi, la notion de ressources humaines ou de potentiel humain, elle est fondamentale. Et le fait que des gens, comme les gens qui nous aiguillent à l'école, comme les gens aient la faculté de détecter, de sentir et de dire « moi, je pense que tu serais mieux là » ou « ça, ce serait plus utile », mais c'est un truc qu'on doit retrouver, qu'on doit valoriser et qu'on doit favoriser. Alors dans le cheminement de Lily, il y a deux choses qui l'aident après sa désillusion justement, c'est le collectif, les autres. Elle rencontre des personnes grâce à son travail qui sont alignées avec elle, qui partagent ses valeurs et elle retrouve aussi du sens au travail. Elle se sent utile. Est-ce que selon vous, ces deux ingrédients sont indispensables pour se sentir bien au travail ? Alors dans la vie, en général, mais au travail encore plus, on doit faire ce en quoi on croit, que ce soit dans notre vie ou dans notre travail. Quand les deux fusionnent, moi j'ai la chance d'avoir un métier où je ne fais pas la différence entre ma vie et mon travail. C'est-à-dire que j'incarne ce que je fais, mais je suis intégralement dans ma fonction. C'est-à-dire tout le temps, je fabrique ce que je vais partager. C'est un privilège extraordinaire. Vous avez des gens qui sont, on va dire, tiraillés, séparés, fracturés entre ce qu'ils ont à faire le jour et ce qu'ils veulent être
dans leur vie privée. C'est le pire qui puisse arriver. Il faut pouvoir trouver un travail en adéquation avec ce qu'on est. Donc le sens dans notre action, il est absolument vital. Le collectif, c'est la base. On l'a oublié. Seul, on s'en sort pas. On n'existerait pas, on n'avance pas. On l'a complètement oublié. Et aujourd'hui, il faudrait sélectionner les gens. Non, il faut laisser sa chance et être prêt à réagir en positif comme en négatif. Alors, il y a quelque chose qui peut nous miner, qui nous est tous arrivé, c'est le poids de la routine, des habitudes. Alors, je vais lire juste quelques lignes de votre livre et je pense que c'est quelque chose qu'on a un peu tous vécu dans nos quotidiens. Pour me rendre au travail, j'effectue toujours un trajet identique, empruntant les mêmes moyens de transport. Une routine en pilote automatique. Pourtant, cette fois, dès l'arrêt de bus, j'ai constaté que je n'appréhendais plus mon environnement de la même façon. Figurez-vous qu'il y a des affiches publicitaires sur l'abri, je n'y avais jamais prêté attention. Ça peut être un matin de nos vies typiquement tous les jours. Bien sûr. Et cette routine, des fois, il ne faut pas grand-chose pour qu'on ouvre les yeux et qu'on regarde notre quotidien autrement. Il faut un état d'esprit ou une grande baffe. C'est un peu les deux. Mais pour le coup, il faut rester... moi, c'est ce que je répète à mes enfants et à mes proches, c'est jamais d'habitude, jamais d'automatisme. Et puis toujours une curiosité et remettre en cause en permanence les choix qu'on fait. Parce que votre âge évolue, la situation, le monde évolue. Et des choses que vous acceptiez il y a 5 ans ou 10 ans et qui étaient normales, voire positives, peuvent aujourd'hui devenir destructrices. Donc vous devez garder cette fraîcheur d'analyse, mais comme un animal sauvage, comme un animal libre. C'est-à-dire tous les jours, la saison est différente, tous les jours, ce que vous mangerez sera différent, et il n'y a pas une espèce qui peut se contenter d'attendre que ça vienne tout seul. Ça aussi, on l'a oublié. Et du coup, il y a quelque chose de vivifiant à redécouvrir. Alors après, on nous parle des petits bonheurs aujourd'hui, c'est une expression qui me fatigue un peu, parce qu'en fait, la vie n'est pas un petit bonheur, c'est un immense bonheur, c'est une chance absolument fabuleuse qu'il ne faut pas laisser passer. À la fin, on en parlait tout à l'heure, on va tous crever, donc il faut en profiter avant. Alors vous le disiez en parlant de ce livre, l'engagement pour les autres est au cœur de ce roman. Vous êtes aussi quelqu'un d'engagé et vous terminez ce livre par justement une note un petit peu sur vous. Alors cette fois, je vais vous faire un petit peu travailler, je vais vous demander de lire cet extrait et puis du coup de nous raconter un petit peu la place de l'engagement dans votre vie. Je ne sais pas ce que vous allez me faire lire comme morceau. Je n'ai jamais rêvé d'être celui qui empoigne sa guitare ou s'installe au piano pour focaliser l'attention sur lui. Je me moque d'être admiré, je ne veux simplement pas être seul. Alors, à défaut d'avoir jamais œuvré à briller, je m'acharne à tenter de trouver les moyens d'être utile. Je ne compte ni sur une quelconque notoriété, ni sur un hypothétique talent pour attirer ceux sans qui je ne veux pas vivre. Ma réponse à tout ce que la vie nous met comme bâton dans les roues, c'est de pédaler plus fort jusqu'à ce qu'il se brise. J'aime fomenter pour qu'un jour gris soit au moins traversé d'un rayon de soleil. J'aime écrire pour que vous retrouviez les sentiments que cette époque abîme. Je me demande chaque jour à quoi je sers, je ne perds jamais de vue ceux pour qui je suis prêt à me battre. Je dédie ce roman aux femmes et aux hommes qui continuent de penser qu'il est toujours possible de faire mieux et pas uniquement pour eux-mêmes. Orchestrer tous les heureux hasards imaginables, cela ne marche pas à tous les coups, mais ça vaut toujours la peine d'essayer. Elle est géniale cette conclusion. Oui, j'y crois fermement, mais pour le coup, mais même en le relisant, c'est quelque chose qui me touche parce que c'est le fondement de ma vie. Oui, je trouve ça génial de terminer là-dessus dans le livre parce que du coup, ça fait le lien avec les lecteurs et on a tous un rôle à jouer. Et la réalité, parce que c'est toujours ce qui est important avec un roman, c'est que même si l'histoire est imaginaire, les sentiments que ça fait naître, eux, sont authentiques. Alors pour terminer cette deuxième partie, qu'auriez-vous envie que les lecteurs retiennent de votre livre ? Qui sont plus vivants que ce qu'ils croient. C'est une belle phrase pour nous guider au quotidien. On va terminer notre entretien avec une série de mini-questions. Je vais vous demander des réponses courtes et vous allez nous partager un petit peu ce qui vous fait du bien dans la vie et comme ça va pouvoir inspirer nos auditeurs. Vous êtes prêts ? Oui, j'espère. Quel livre vous a aidé à un moment dans votre vie ? Je vais être honnête, aucun. Le Comte de Monte Cristo a changé ma vie. C'était le premier bouquin que ma grand-mère m'a mis dans les mains quand j'avais 9 ans, parce qu'on était en train de dévaster sa baraque avec mes cousins, et qu'en nous tendant ça, elle a espéré sauver un peu de son mobilier. J'ai découvert qu'on pouvait voyager sur place, et ce livre-là a changé ma vie. Mais honnêtement, non, les gens m'ont aidé. Je ne suis rien sans les gens, mais pas un livre. Est-ce qu'il y a une musique feel good qui vous fait du bien ? Feel good, j'ai peur de ce mot. C'est une étiquette que l'époque met, y compris sur des gens comme moi. Ça me fait beaucoup de peine. Toutes les musiques, je suis pas sectaire. Si ça véhicule de l'émotion et que ça me parle, bien sûr, je suis client classique, moderne. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une activité ou un loisir que vous ne rateriez pour rien au monde ? Faire des blagues stupides à mes amis. On pense à eux. Oui, moi aussi, en permanence.
Est-ce qu'il y a une rencontre marquante ou inspirante dans votre carrière? Ah, j'ai que ça. Avec des gens qui écrivaient avant moi, avec des gens dans le cinéma, avec les lecteurs, avec les lectrices, avec les éditeurs, bien sûr, enfin, les rencontres, mais c'est la base de ma vie. Moi, je n'ai progressé et trouvé ma place que parce que j'ai trouvé des gens sur mon chemin qui, à un moment, me donnaient une pièce du puzzle. Est-ce qu'il y a un rituel qui vous aide quand vous vous sentez un peu plus fatigué que d'habitude? Pas réellement. En fait, je suis resté un feignant de base. C'est-à-dire que quand ça me passionne, je suis jamais fatigué. Et dès que ça m'énerve, je suis immédiatement épuisé. Et en fait, je ne me force plus. Et enfin, si vous deviez résumer votre philosophie de vie en une phrase, ce serait laquelle? Rester là le plus longtemps possible, sur Terre. Merci beaucoup Gilles. Merci Fabienne. Je rappelle votre livre La compagnie des heureux hasards qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Et moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode avec un invité pour parler de bien-être au travail. Et d'ici là, on vous souhaite plein de heureux hasards.